invité d'honneur et merci. Monsieur le Président, je vais partager mon temps avec la députée du Québec. Je suis très heureuse aujourd'hui enfin de prendre le temps de remercier convenablement les électeurs d'honneur et merci et ma famille. J'aimerais surtout les féliciter pour leur courage et expliquer aux membres de cette Chambre ce que j'entends par courage. Il est vrai qu'une vague d'espoir et d'enthousiasme a traversé le Québec et le Canada pendant l'élection, un profond désir de changement qui a avantagé les candidats des nouveaux partis démocratiques porteurs d'idées et de solutions modernes, équitables et efficaces. Il est aussi vrai que cette vague a été créée par le travail acharné de notre chef, le travail des militants et députés qui, depuis maintenant 50 ans, ont bâti la réputation d'un PD. Cette vague a été nourrie par le travail des terrains, des militants, des candidats et des supporters qui se sont affichés avec de plus en plus de vigueur au cours de l'élection. Mais pour moi, cette élection porte une signification additionnelle. Monsieur le Président, le fait que je me tiens ici devant vous aujourd'hui en dit beaucoup sur l'évolution de la société canadienne. Alors qu'ailleurs dans le monde, on se questionne encore sur les droits de certains de voter, ici, de nombreuses femmes issues des minorités visibles ont été élues sous la bannière NPD. Lorsque les électeurs d'honneur et merci ont inscrit leurs décisions sur les bulletins de vote et qu'ils ont choisi le nom de Paulina Ayala, ils en savaient bien qu'ils votaient pour une femme latino-américaine. Je salue leur courage car ils n'ont pas eu peur. C'est là où en est la société canadienne. Une société qui n'a plus peur d'accueillir la différence, de choisir ses représentants parmi les minorités, de partager équitablement les bienfaits de la démocratie canadienne. La peur a pu être suffisante pour arrêter la vague, eux en ont tenu la portée. Certains comptaient bien sûr sur cette crainte des changements qui, à la dernière minute, paralyse l'imaginaire collectif et admet le statu quo. Mais la peur n'a pas eu prise sur les électeurs québécois. Au contraire, les tentatives pour effrayer la population ont créé une ressac. Les électeurs se sont unis dans leur refus d'une politique qui bafoue la modernité de la société canadienne. Une société complexe, diversifiée, unique, qui ne peut se contenter d'imiter ses voisins ou de s'isoler d'une part du monde. C'est donc ce courage des électeurs d'honneur et merci que je remercie et que je félicite. Ils ont surmonté l'intimidation, les préjugés et les tactiques. Ils ont ainsi contribué à l'élection des jeunes, des femmes, des immigrants, des autochtones, qui enrichiront grandement la démocratie canadienne. Je suis fière d'avoir été portée par cette vague de modernité. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer mes très chers étudiants de l'école secondaire Henri Bourassa, dans Montréal-Nord. Ils m'ont toujours inspiré avec leur curiosité, leurs questions pertinentes et parfois incisives, leur capacité à débattre et à exprimer leurs opinions, souvent éclairées. J'ai vécu mon expérience de professeur en histoire avec beaucoup de passion, car c'est pour eux, les élèves, autant au Chili qu'ici au Canada, que je me suis dédiée à cette nouvelle vocation. En enseignant l'histoire aux jeunes, je voulais leur faire comprendre que le passé éclaire le présent. Cela leur permet de s'approprier leur avenir et de prendre leur place dans la société de demain. Cet avenir, les jeunes les perçoivent avec enthousiasme. Ils sont conscients des défis, de l'environnement, de l'égalité sociale, la protection de la démocratie, le respect de la diversité, la promotion même de la différence. Ils vont relever ces défis avec nous, pour peu que nous les écoutions. J'ai souvent et largement discuté de ce sujet avec eux. Ils m'ont inspiré à être la meilleure professeure possible. Ils m'ont aussi inspiré à faire le saut en politique. Ils ont été parmi les premiers à croire en moi. À force de leur répéter l'importance de s'impliquer dans leur société, ce sont eux qui m'ont interpellée. Madame, vous nous parlez de démocratie et d'implication sociale. Nous sommes d'accord, mais vous devez aussi vous impliquer. Vous devez vous présenter en politique. Je leur ai alors répondu, eh bien, voilà, je suis candidate. La fierté que j'ai alors ressentie en étant à l'auteur de leurs attentes, de leurs ambitions, m'a portée durant toute la campagne. Les jeunes s'attendent que nous prenions des décisions judicieuses. Alors non, je tiens à assumer cette charge, tel est le réel mandat qui m'incombe. Je vous dis à vous tous, mes collègues, que les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences principalement pour eux, les jeunes qui viennent assez vite jugeront nos actions. En tant que première femme chilienne élue au Parlement canadien, je me sens en devoir de rappeler quelques faits historiques et de souligner la relation privilégiée qui unit le Chili et le Canada. J'aimerais profiter de cette occasion afin de remercier tous ces Canadiens qui ont appuyé la reconstruction de la démocratie dans mon pays sans usage de la force, sans intervention militaire. En appuyant les organisations civiles, ces Canadiens ont permis à mon peuple de se tenir debout, par lui-même, de prendre en charge les processus de démocratisation, de s'organiser nationalement et internationalement et finalement d'atteindre son objectif. C'est ainsi, dans la fierté du travail accompli, que s'est construit le Chili d'aujourd'hui. Sans ce soutien international respectueux des valeurs et intentions du peuple, le Chili serait peut-être encore aujourd'hui dans une dictature.
La politique internationale du Canada doit s'inspirer de ce genre d'exemples lorsqu'il choisit son champ d'action, lorsqu'il choisit ses méthodes d'intervention. Les soutiens de la société civile plutôt que la force d'intervention militaire, voilà un gage de succès pour la démocratie et la paix internationale. Les combats que j'ai menés dans mon pays me permettent d'apprécier la pleine valeur de la démocratie et du respect des droits humains. Je ferai tout pour protéger ces valeurs fondamentales à tous les Canadiens, pour rappeler à tous que la torture est indigne, que la paix ne s'impose pas par les armes, que c'est le soutien et l'accompagnement de la société civile qui permettent au pays d'évoluer. D'autre part, je voudrais souligner que le continent américain, c'est un ensemble de 51 pays, en incluant les Antilles, plus de 800 millions de citoyens d'innombrables cultures et langues, qui partagent une histoire autant qu'un territoire. Cette réalité territoriale lie les destinées des peuples qui l'habitent. Un continent comme le nôtre ne peut se développer uniquement pour les échanges commerciaux et la circulation des biens et services. Cette stratégie est de courte vue. Les idées et les ambitions doivent aussi circuler librement. Les individus doivent circuler dans le respect et l'accueil de leurs voisins. Ainsi, ceux qui proposent de contribuer à l'évolution de notre culture canadienne doivent être les bienvenus. Malheureusement, dans les faits, les demandeurs de visas temporaires sont souvent perçus comme des profiteurs, des mentors qui se présentent sous prétexte de vouloir nous visiter, mais portés par des intentions cachées, par un désir de s'installer au Canada sans en satisfaire les critères d'admissibilité. Ainsi, les Canadiens voyagent, visitent, découvrent, tandis que les Latino-Américains doivent faire la preuve de leur attachement avec leur pays d'origine. Ils doivent payer pour leur demande de visa, souvent refusée, jamais remboursée. S'il est vrai que les structures compliquent les processus d'obtention des visas, ce qui pose d'abord problème, est une certaine culture de doute qui, pour les demandeurs, se vit comme du mépris. Cette culture blesse les gens, leur inflige l'incertitude et trop souvent le rejet. Pour tout individu fier et bien intentionné, cette expérience ternit l'image qu'ils ont du Canada. Dès lors que le gouvernement détermine que la situation des demandeurs de visa n'est pas techniquement plus avantageuse dans son pays d'origine, un fonctionnaire peut décider que la demande de visa est une tromperie, un cheval de Troie visant à infiltrer la société canadienne et à profiter des avantages qu'elle offre. Je vous cite l'exemple récent de la troupe de ballet théâtre Une saison d'Haïti, un groupe d'artistes qui demandait un visa afin d'effectuer une tournée au Québec et au Canada. Non seulement s'agit-il d'une belle opportunité de partage entre cultures, mais cette initiative se voulait un projet culturel de levée des fonds pour Haïti, parce que les membres de cette troupe, comme autant d'artistes, ne présentaient pas un profil économique jugé satisfaisant, leurs visas ont été refusés. Des exemples comme celui-ci, il y en a beaucoup. Il est temps que ça change. Il est temps de construire des relations fondées sur le respect et la confiance. Il est temps de bâtir une Amérique du Nord au Sud. Il est temps de vivre à l'auteur de notre société des droits. Il est temps de présumer de la bonne foi des gens, surtout nos voisins. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The Honourable Member for Tobique-Mactaquac. L'honorable député d'Opic-Mactaquac. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour ses propos. C'est un chemin très intéressant qui l'a mené à la Chambre. Ses antécédents sont très intéressants. Elle a parlé un peu de commerce et notre plan économique sera encouragé par le commerce avec les autres pays, par des échanges équitables. Au cours des prochaines années, nous avons des mesures que nous voulons mettre en œuvre et ça va être bon pour la croissance de notre pays et des autres pays. Je voulais savoir si la collègue nous appuiera dans ce dialogue de négociation commerciale. Mercier. En fait, ce dialogue a déjà commencé depuis un bon bout de temps et puis ça continue. C'est juste que j'ai mis de l'accent sur le fait de l'attitude que le Canada a envers les citoyens qui, en tant que citoyens, viennent nous visiter. Et souvent, ça arrive qu'une famille veut visiter les nouveaux bébés qui viennent au monde et ne peuvent même pas venir. À niveau des échanges commerciaux, ça va très bien. Je sais qu'il y a des accords avec différents pays, même avec le Chili, le Canada, il y a des relations extraordinaires. Mais je pense qu'il faut approfondir dans un autre sens aussi, dans le sens de la personne, dans le sens du partage de la culture aussi. Ce n'est pas juste des affaires économiques. Dans ce sens, ça va très bien.